Comey, Brennan, Obama. Les documents. Déclassifiés. Enquête. Il y a peut-être une enquête, mais il n'y a pas de verdict. En 2017, on a dit aux Américains que les 17 agences de renseignement des États-Unis étaient unanimes pour conclure que la Russie était intervenue dans les élections afin d'aider Donald Trump. Cette affirmation a été répétée pendant des années. Elle a été répétée au Congrès, dans le New York Times, sur CNN, par Hillary Clinton, Barack Obama, Nancy Pelosi, Adam Schiff. En fait, tout le monde, partout comme on dit, tous, au Congrès, au Sénat, au département d'État, partout. C'est devenu un axiome. Ce même point de départ d'où tout le reste était mesuré. 2 ans d'enquête Mueller, 2 procédures de destitution. La division du pays. Il y a juste un petit problème. Prétendument, la soi-disant conclusion unanime de tous les services de renseignement était effrontée, sans aucun fondement. Un héros. Un mensonge sale et puant. Pas une erreur. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas non plus une divergence d'interprétation, c'est un mensonge. Des documents déclassifiés montrent que les propres analystes de la CIA n'étaient là pas d'accord avec cette conclusion. Quelqu'un a réécrit leur conclusion. Qui ? Aujourd'hui, nous examinons ces documents. J'ai grandi dans un pays où l'État mentait de façon systématique. Il mentait systématiquement. Je sais à quoi cela ressemble. Aujourd'hui, je vais vous montrer que la même chose qui se passait là-bas se produit dans notre nouvelle patrie. Les voici, les héros de la nouvelle époque. James Comey, le directeur du FBI, a signé 3 mandats de surveillance contre un citoyen américain, en cachant au tribunal que la principale source de l'accusation avait été payée par des concurrents politiques. Le rapport officiel de l'inspecteur général l'a confirmé. John Brennan, le directeur de la CIA, a présenté une évaluation du renseignement au président et au Congrès. Contrairement aux conclusions de ses propres analystes, les documents déclassifiés l'ont confirmé. Barack H. Obama, président des États-Unis. Les documents le montrent. Il savait, il a participé, c'est lui en fait qui a commandité une opération contre Trump. Les 3 sont en liberté, c'est absolument incroyable. Personne n'a été condamné, personne n'est en prison, et personne n'est même officiellement accusé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que la corruption fonctionne ainsi, mais parce que le système fonctionne ainsi, et c'est bien plus grave. Voyons d'abord ce qui a été prouvé. Commençons par ce que nous savons avec certitude. Pas des suppositions, mais des faits avérés provenant de sources officielles. Premier fait, le FBI a trompé le tribunal. En 2016 et 2017, le FBI s'est adressé 4 fois au tribunal, un tribunal spécial. Il s'appelle FISA. Un tribunal spécial à huis clos pour autoriser la surveillance. Dans ce cas précis, Carter Page, conseiller de la campagne électorale de Trump. La base de ces demandes était le dossier de Christopher Steele. Le FBI l'a caché au juge. Le premier dossier a été commandé et payé par la campagne électorale d'Hillary Clinton via le cabinet d'avocats Perkins Coie. Deuxièmement, le compilateur du dossier, Christopher Steele, avait un intérêt personnel à obtenir un résultat très négatif pour Trump. Et enfin, et probablement le plus important, les affirmations clés du dossier n'ont été confirmées par aucun élément, et certaines ont même été directement réfutées. Ce ne sont pas des spéculations, ce sont les conclusions du rapport officiel de l'inspecteur, ce qu'on appelle l'inspecteur général du ministère de la Justice, Michael Horowitz. Publié en décembre 2019, le rapport a confirmé que le FBI avait commis de graves violations lors de l'obtention des mandats. Les informations ont été dissimulées au tribunal. Comey a personnellement signé 3 des 4 mandats de ces demandes. Maintenant, la deuxième chose que nous savons, c'est que l'évaluation du renseignement a été réécrite. En janvier 2017, quelques jours avant l'inauguration de Trump, la CIA a publié une évaluation spéciale. Poutine a personnellement ordonné de mener une opération d'influence dans le but d'aider Trump à gagner les élections. Eh bien, cette évaluation a bien sûr immédiatement fuité dans la presse.
Oh, tout à fait par hasard. C'est de là qu'a commencé tout le récit. Trump, agent du Kremlin. Ensuite, ils ont même inventé un surnom. Krasnov, soi-disant à cause de sa chevelure, de ses cheveux roux. Les documents déclassifiés en 1925-926 le montrent. Les analystes de la CIA, des professionnels qui ont étudié la Russie pendant des années, ne confirment pas cette conclusion. En fait, ils disent carrément le contraire. Les données ne suffisaient pas pour affirmer que la Russie visait la victoire de Trump plutôt que seulement semer le chaos. Les analystes estiment que ce n'est pas prouvé. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, en publiant ces documents, l'a écrit explicitement. Les acteurs de l'ombre, enfin l'État profond, oui, au sein de la communauté du renseignement, ont fabriqué un faux récit qui a été utilisé par le Congrès pour usurper la volonté du peuple américain et destituer un président légalement élu. Ce n'est pas Trump qui a dit ça, n'est-ce pas? C'est l'actuelle directrice du renseignement national, d'ailleurs dont je peux dire qu'elle a été placée là par le père de Trump, sur la base des documents reçus. Ils sont tous publiés sur Internet, tous les documents sont disponibles. Eh bien, il faut probablement aussi mentionner Obama. Donc. Et pour Obama, les documents déclassifiés montrent qu'en décembre 2016, Obama était informé des activités de renseignement concernant l'équipe de Trump. De plus, c'est sous sa direction que les décisions clés ont été prises sur la manière d'utiliser les informations disponibles. Le sénateur Grassley a publié ce qu'on appelle l'annexe Durham. Une partie auparavant classifiée du rapport du procureur spécial. Il en ressort la campagne Clinton, la campagne électorale. Elle élaborait un récit sur les liens de Trump avec la Russie en février 2016, c'est-à-dire avant que le FBI n'ouvre officiellement une enquête. D'abord, les consultants politiques de la campagne Clinton ont élaboré une histoire. Ensuite, le FBI a ouvert une enquête. Ensuite, la CIA a présenté une conclusion politique sous forme d'évaluation du renseignement, ce qui était une pure tromperie. Tout s'est passé dans l'ordre inverse de celui dans lequel un État de droit devrait fonctionner. C'est exactement le contraire. On part d'une invention, puis on passe à une prétendue confirmation. Avant d'expliquer pourquoi les coupables sont en liberté, il faut comprendre ce qui est arrivé à ceux qui ont souffert. Parce que tout système ne se juge pas à ce qu'il dit de lui-même, mais à ce qu'il fait à des personnes bien réelles. Eh bien, voici Carter Page. 4 ans de surveillance. Un Américain vétéran de la marine a travaillé dans la finance. Il a investi en Russie, tout à fait légalement. Il est devenu conseiller en politique étrangère pour la campagne électorale de Trump. Sur la base du dossier Steele que le FBI considérait lui-même comme peu fiable, mais il savait parfaitement comment il avait été créé, pourquoi et par qui. Mais ils ont caché cela ici. Page était surveillé. Son téléphone, sa correspondance, ses rencontres pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ne le surveillaient pas seulement lui. Cela leur a permis de surveiller tous ceux avec qui il était en contact. Et avec qui était-il en contact puisqu'il travaillait dans la campagne électorale de Trump? Aïe, 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 aïe. Par hasard, il surveillait toute la campagne électorale de Trump. Aucun crime n'a été découvert. Non, rien de tel. Mais sa vie a ensuite été publiquement détruite. On l'a traité de traître en direct sur CNN. Des années de procès. Des frais juridiques colossaux. En 2022, le FBI a versé une indemnisation à Page. Pour les frais engagés, 4 900 000 $, reconnaissant ainsi que la surveillance était illégale. L'indemnisation a été versée, mais personne n'a été puni. Michael Flynn, un général détruit pour un simple coup de téléphone. Lieutenant général, ancien directeur du service de renseignement du ministère de la Défense. Il a servi son pays plus de 30 ans. En décembre 2016, avant même l'inauguration, il a eu une conversation téléphonique avec l'ambassadeur russe Kislyak. C'était son devoir professionnel et son obligation comme futur conseiller à la sécurité nationale. Toutes les administrations entrantes établissent de tels contacts, c'est la norme. Mais le FBI a décrypté sa conversation et a décidé de l'utiliser comme un piège. Flynn a été interrogé sans avertissement sur sa responsabilité pénale. Les agents du FBI qui l'ont interrogé ont écrit dans leur rapport interne qu'ils n'avaient pas remarqué de signes de mensonge. Mais ces rapports ont disparu quelque part. Ils n'ont jamais été retrouvés. On ne les a montrés à personne jusqu'à ce que tout cela soit révélé.
Ensuite, il a été accusé d'avoir menti aux agents du FBI, mais les agents eux-mêmes disaient « Non, il ne nous a pas menti, rien de tel ». Mais il a quand même été inculpé. Flynn a dépensé toutes ses économies pour sa défense. Il a vendu sa maison et plaidé coupable sous la pression de la menace de poursuite pénale contre son fils. Ensuite, le ministère de la Justice a retiré l'accusation, admettant que l'affaire était fabriquée. Trump l'a gracié pour, comme on dit, blanchir son casier. N'est-ce pas ? Mais si l'affaire a été fabriquée, quelqu'un l'a fabriquée, ou bien elle s'est fabriquée toute seule. Il ne pourra ni récupérer sa maison, ni ses économies, ni ses années de vie, et les responsables sont libres. L'enquête du procureur spécial Robert Mueller a duré combien de temps ? 22 mois ? 32 millions de dollars provenant de la poche des contribuables. Mais ce n'est même pas le plus important. 34 personnes et 3 organisations ont été poursuivies pénalement. La plupart ont été accusés de faits qui n'ont absolument aucun lien avec ce qu'on appelle la collusion russe. Certains n'ont été poursuivis simplement parce qu'ils ont menti aux enquêteurs pendant l'enquête elle-même. Autrement dit, l'enquête créait elle-même le crime. Résultat de l'enquête, dans le rapport de Mueller lui-même, aucune preuve de collusion entre Trump et la Russie n'a été trouvée. Il y en avait peut-être, c'est possible, mais ils n'ont pas pu en trouver. Le pays a vécu pendant 2 ans sous un nuage d'accusations. Des millions de personnes étaient convaincues que leur président était un agent du Kremlin. Ils prenaient des décisions politiques, civiles et morales sur la base d'un récit qui avait été fabriqué par les stratèges politiques de l'équipe Clinton avant même le début de l'enquête. Et ceux qui ont fait ça, vous pensez qu'ils sont en prison ? Eh bien, pas du tout. Ils sont libres, travaillent très bien, se sentent parfaitement bien, s'amusent, tout va bien pour eux. Pourquoi sont-ils en liberté ? D'accord, 5 raisons. La question principale, celle pour laquelle vous regardez cette vidéo, si tout cela est documenté, pourquoi ces personnes ne sont-elles pas en prison ? Eh bien, voici la première raison. Les délais de prescription sont expirés. Dans le droit américain, la plupart des crimes fédéraux ont un délai de prescription de 5 ans. Après cela, les poursuites sont impossibles, peu importe les preuves disponibles. Les événements clés se sont produits en 2016 et 2017. En janvier 2025, quand Donald Trump a repris le pouvoir et contrôlé le ministère de la Justice, la plupart des délais de prescription étaient déjà expirés. Ou sont sur le point d'expirer. C'est précisément pour cela qu'ils se sont dépêchés avec l'affaire Comey. Son témoignage devant le Sénat a été donné le 30 septembre 2020, 5 ans, le 30 septembre 2025. Les accusations ont été portées littéralement quelques jours avant. Ils s'y sont pris trop tard. Ou ils ont délibérément fait traîner les choses pendant que le système s'installait. Après tout, ceux qui ont rédigé cette accusation ont étudié avec ceux qui travaillaient avec Comey. Et peut-être qu'ils connaissaient bien Comey aussi. D'accord, les délais sont la première raison, mais pas la seule. L'expiration des délais. Deuxième raison, le ministère de la Justice sous Trump a lui-même commis de graves erreurs. C'est une amère ironie dont beaucoup ne parlent pas. Lorsque Trump est revenu au pouvoir, il y a eu une telle précipitation pour poursuivre et traduire en justice toutes ces personnes dont le temps était compté, au point qu'ils ont commis de nombreuses erreurs procédurales grossières qui ont ruiné les affaires. Par exemple, la procureure Lindsay Halligan a été nommée illégalement, sans l'approbation du Sénat et sans la procédure appropriée. Toutes les actions qu'elle a entreprises dans cette fonction ont été déclarées nulles par le tribunal, y compris l'acte d'accusation contre Kobe et Letitia James. De plus, l'acte d'accusation contre Kobe n'a jamais été présenté à l'ensemble du grand jury. Mais c'est une violation procédurale fondamentale. Soit parce que les personnes qui l'ont fait n'avaient pas la moindre idée de ce qu'elles faisaient soit parce qu'ils voulaient que cette affaire soit ensuite rejetée par le tribunal. Le tribunal a rejeté ces affaires non pas parce que les accusés étaient innocents, mais parce que l'accusation a agi de manière négligente et illégale. C'est la deuxième raison. Et cela est particulièrement gênant pour ceux qui veulent un récit simple. Donald Trump lutte contre la corruption. Il lutte contre la corruption, mais les personnes qui sont avec lui ne l'aident même pas beaucoup. Voici la troisième raison. Les indépendants, ce qu'on appelle le grand jury, oui, le grand jury. Dans le système américain, pour porter une accusation, il faut la décision de ce qu'on appelle le grand jury.
Donc, on réunit 23 personnes, des citoyens ordinaires, qui examinent les preuves et décident quand si elles sont suffisantes pour aller au tribunal. Ils n'écoutent même pas les avocats ni la défense. Ils écouteront seulement. Nous avons ceci, cela et encore cela. Pensez-vous que c'est suffisant pour engager un procès ? Et le grand jury n'est pas dépendant de la Maison-Blanche, ni du président, ni du procureur général. Le grand jury a refusé à 2 reprises d'inculper Laetitia James. Il a refusé d'inculper 6 membres démocrates du Congrès. 23 citoyens américains ordinaires ont examiné les preuves et ont dit que ce n'était pas suffisant. C'est important à comprendre. Le système ne dépend pas de la volonté d'une seule personne, même du président. 4e raison. L'indépendance des tribunaux. Les juges fédéraux américains sont nommés à vie et ne peuvent être renvoyés pour des décisions qui déplaisent. Ceci est fait intentionnellement afin que la justice ne dépende pas de la conjoncture politique. Ces juges ont bloqué des preuves clés dans l'affaire Comey. Ils ont rejeté des mandats délivrés illégalement. Ils ont exigé la divulgation de documents que le ministère de la Justice voulait en fait cacher. D'un côté, cela protège les coupables. D'un autre côté, ce même système protège chacun d'entre nous. Si nous faisons l'objet de poursuites pénales, ce sont ces mêmes règles qui nous protégeront. Et la 5e raison, la plus importante. On peut dire que les 4 précédentes sont moins importantes que cette 5e raison dont je vais vous parler maintenant. Les 4 raisons précédentes sont techniques. Elles expliquent le mécanisme, mais il y a une 5e raison qui explique l'essence même. Brennan, Comey, les personnes de l'entourage d'Obama, ce ne sont pas des passants au hasard. Ce sont des gens qui ont construit leur carrière au sein du système pendant des décennies. Ils ont des contacts dans le monde judiciaire, dans la communauté du renseignement, dans l'establishment juridique, dans les médias. Quand une affaire est ouverte contre eux, tout ce réseau s'active. Les meilleurs avocats du pays. Objection procédurale. Des recours procéduraux sur chaque point. Fuite dans la presse. Accusations diffamatoires. Des juges qui ont étudié dans les mêmes universités et vont aux mêmes soirées. Ce n'est pas un complot. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui appelle quelqu'un d'autre pour chuchoter au téléphone. Ça fonctionne comme ça. Les élites dans n'importe quel pays du monde se protègent entre elles. Pas par des secrets ou des accords, mais par une compréhension mutuelle. Elle n'a pas besoin de mots, pas besoin d'appeler, d'écrire ou de laisser un email. On va mentir ensemble. Personne n'a besoin de faire quoi que ce soit. Ils le font automatiquement. C'est précisément pour cela qu'un Américain ordinaire qui a volé 100 $ dans un magasin a de fortes chances de se retrouver en prison, sauf s'il est en Californie. Là-bas, on peut voler jusqu'à 900. Mais le directeur du FBI qui a trompé un tribunal fédéral, non. C'est ce qu'on appelle une justice à 2 vitesses. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. C'est exactement le contraire de ce que les pères fondateurs de ce pays ont voulu créer. C'est exactement le contraire de ce sur quoi a été fondée la nation qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Je souhaite ici m'arrêter pour faire quelque chose de rare dans les vidéos politiques, examiner les contre-arguments. Ceux-là même que vous diront les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de raconter. Parce qu'une analyse honnête, ce n'est pas seulement des faits en faveur de sa position, c'est aussi des faits contre elle. Premier argument. Voilà, ce qui a été fait, Comey, Brennan, c'était une erreur de bonne foi, et non une intention criminelle. C'est l'argument de défense le plus répandu, aussi bien pour Comey que pour Brennan. Ils diront que le renseignement travaillait dans des conditions d'incertitude, que le dossier, malgré tous ses défauts, faisait partie d'un tableau plus large. Le FBI a décidé de l'utiliser. Sous pression, c'est une faute professionnelle, pas un crime. L'horreur à l'idée que notre président puisse être un ennemi du peuple nous a menés à cela. Que répondre à cela ? Le rapport de Horowitz l'indique clairement. Le FBI était au courant des problèmes liés à la source, savait que le dossier était financé politiquement et n'en a tout de même pas informé le tribunal. Là, ce n'est plus une simple erreur d'inattention. Là, ce n'est plus la peur que notre président soit un ennemi. C'est une décision délibérée de dissimuler des informations. Tromper un tribunal fédéral par négligence, c'est une chose. Dissimuler délibérément des informations importantes, c'en est une autre. C'est précisément ce deuxième cas qui est documenté. Deuxième argument, Donald Trump se venge de ses adversaires.
Cet argument non plus ne peut pas être totalement réfuté. Les faits montrent que Donald Trump a publiquement exigé sur les réseaux sociaux que le procureur général poursuive Comey, Schiff et James. Le procureur qui a refusé d'engager des poursuites contre Letitia James a été renvoyé. Le lendemain, un nouveau procureur a été nommé, qu'il a immédiatement inculpé. Mais il s'agit d'une persécution politique. Peu importe à quel point nous le soutenons, cela discrédite même les accusations fondées. On peut reconnaître deux faits en même temps. Comey a enfreint la loi et Trump utilise le droit, la justice comme une arme. Ces deux faits ne s'excluent absolument pas. Le problème, c'est que lorsque la justice devient un instrument politique, elle perd sa légitimité. Et alors même les coupables apparaissent, dans l'esprit des gens, comme des victimes. C'est exactement ce qui se passe. Troisième argument. Le grand jury a examiné l'affaire sans trouver assez de preuves. Juridiquement correct. 23 citoyens indépendants. Des citoyens ont examiné les preuves et ont dit « non, ce n'est pas suffisant ». On ne peut pas simplement ignorer cela. Mais voici la nuance. Le seuil pour engager des poursuites pénales est très élevé. Cela ne veut pas dire qu'il est innocent. Cela signifie que ce qui existe ne permet pas de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal. Il est essentiel ici de distinguer l'innocence juridique de l'innocence factuelle. Une personne peut commettre un acte que tout le monde voit, comprend et condamne, mais qu'il est impossible de prouver pour des raisons procédurales. Ce n'est pas un triomphe de la justice, c'est une limite du système. Maintenant, le plus important. Tout ce que j'ai raconté, ce n'est pas une histoire sur Kobe, Brenner ou Obama. C'est l'histoire de ce qui arrive à l'état de droit lorsque les personnes au pouvoir commencent à se sentir au-dessus des lois. Le deux poids, deux mesures détruit la confiance. L'état de droit repose sur un principe fondamental. La loi est la même pour tous. Peu importe qui tu es, président ou chômeur, les règles sont les mêmes. Lorsque ce principe est violé, et il l'est, les gens cessent de croire au système et ils ont absolument raison. Les sondages montrent que la majorité des Américains sont convaincus que les élites vivent selon d'autres règles. Ce n'est pas une paranoïa, c'est une conviction. C'est une conclusion rationnelle tirée des faits observés. Lorsque les gens perdent foi en l'égalité devant la loi, ils cessent de respecter la loi. C'est le début de la fin de tout système libre. Il y a un autre problème qu'il est important de mentionner. Lorsque Trump utilise le ministère de la Justice pour poursuivre ses adversaires politiques, il fait exactement ce dont il accuse Obama et Comey. Il utilise l'appareil d'État à des fins politiques. Cela n'excuse pas Comey et Brennan. Cela montre que le problème vient du système, non des personnes, qui permet d'utiliser l'appareil d'État. L'appareil d'État comme une arme, peu importe qui est au pouvoir. Et je comprends que vous pensez que, lorsque cela a été utilisé contre Trump, il a le droit de faire la même chose. Je comprends tout cela. Je parle de choses un peu plus profondes. Tant que ce système ne changera pas, le prochain président fera la même chose. Républicain, démocrate, indépendant, peu importe, et celui qui viendra après lui, la marche vers le totalitarisme. Cela arrive rarement par une révolution. Le plus souvent, cela se fait par l'expansion progressive des pouvoirs de l'État qui sont à chaque fois justifiés par des circonstances exceptionnelles. Cette fois-ci, c'est un cas particulier. L'ennemi est trop dangereux. On peut enfreindre les règles, puis les rétablir plus tard. Jamais. Jamais. C'est ce qu'on pensait à Washington en 2016. Trump est une menace pour la démocratie, donc tous les moyens sont permis. C'est ce qu'on pensait. C'est ce qu'on pense à la Maison-Blanche aujourd'hui. Les démocrates sont une menace pour l'Amérique, donc la justice doit les arrêter. Dans les deux cas, c'est la même logique. La fin justifie les moyens. Et dans les deux cas, l'état de droit en paie le prix. Et au final, c'est nous qui payons. Vous et moi. Cela signifie-t-il que tout est sans espoir ? Les coupables seront-ils toujours libres ? Non, pas forcément. Voici ce qui se passe réellement et ce qui peut changer la situation. Premièrement, les documents déclassifiés changent le récit historique. Même si Brennan ne finit jamais en prison, les documents qui sont actuellement déclassifiés changent à jamais la façon dont l'histoire jugera ces événements. Des millions de personnes qui croyaient à la version officielle ont désormais accès aux sources originales.
Ils peuvent lire, comparer, conclure. Ce n'est pas rien. Contrôler le récit, c'est avoir du pouvoir, et ce pouvoir est désormais exercé honnêtement. Il revient en partie de l'État à nous, aux citoyens. Maintenant, la réponse à long terme. La seule réponse à long terme, ce sont les réformes de nos institutions. Le tribunal FISA fonctionne toujours dans une totale confidentialité. Le directeur de la CIA peut toujours influencer les évaluations du renseignement sans réel contrôle. Le mécanisme qui a permis cela en 2016 continue d'exister. Adopter des lois exigeant plus de transparence, exigeant une vérification indépendante des évaluations du renseignement. Exiger la divulgation obligatoire des sources de financement dans les demandes adressées au tribunal FISA. C'est ennuyeux. Ce n'est pas aussi excitant que l'arrestation de Brennan avec des sirènes hurlantes. Mais c'est la seule chose qui fonctionne vraiment à long terme. Les élections de mi-mandat au Congrès auront lieu en novembre de cette année. Elles détermineront si Trump garde le contrôle. Du Congrès, c'est-à-dire le contrôle du pays. Si les républicains perdent la majorité, les enquêtes contre les démocrates seront gelées. S'ils la conservent, il est possible qu'il y ait de nouvelles tentatives de poursuite, en tenant compte d'autres erreurs de procédure, des erreurs de procédure passées. Le contexte politique est important, mais il est encore plus important de comprendre que la justice ne doit pas dépendre de qui détient la majorité au Congrès. Pour l'instant, elle en dépend. Et on parle d'égalité devant la loi. Et aussi, ce qui m'a toujours absolument étonné, c'est quoi ? À la Cour suprême, les gens qui sont censés tout faire selon la loi, tout interpréter, la loi conformément à la Constitution, à la Déclaration et ainsi de suite, tu sais toujours comment ils vont interpréter. 6 vont interpréter d'une façon, 3 d'une autre. Eh bien, dans certains cas, 5 vont interpréter d'une façon, 4 d'une autre. Autrement dit, il y a quelque chose de très sérieux qui ne va pas. Donc, Comey a signé des mandats de surveillance contre un citoyen américain en cachant à la Cour des informations clés. Ceci est documenté dans un rapport officiel. Brennan a présenté une évaluation du renseignement, contrairement aux conclusions de ses propres spécialistes. Cela est consigné dans des documents déclassifiés. Obama le savait. Cela ressort des mêmes documents. Les 3 sont en liberté. Et alors, malheureusement, ils resteront probablement libres. Pas parce qu'ils sont coupables, mais parce que le système qu'ils ont aidé à construire sait protéger ceux qui en font partie. Ce n'est pas une raison de désespérer. C'est une raison de comprendre la réalité telle qu'elle est, pas telle que veulent la montrer ni CNN ni Fox News. Les documents sont déclassifiés, les faits sont connus. Maintenant, vous savez. Et voici la question que je veux vous laisser. Existe-t-il un système capable de protéger ceux qui l'ont utilisé contre les citoyens ? Qu'est-ce que cela dit sur le système lui-même ? Et que faire à ce sujet ? Écrivez-le dans les commentaires. Il est important pour moi de savoir ce que pensent les personnes qui savent par leur propre expérience comment finissent les histoires où le pouvoir se place au-dessus de la loi. Je vais vous dire ce que j'ai compris au fil des années passées dans ce pays. L'Amérique, c'est le seul endroit sur Terre. On peut peut-être ajouter Israël. Où de tels documents sont-ils déclassifiés ? En Russie, ils resteraient dans un coffre-fort, gardés 100 ans par le FSB. En Chine, ils auraient été détruits. Dans la plupart des pays, on n'aurait même pas su qu'il y avait eu tromperie. Et ici, le directeur du renseignement national les publie sur le site de l'agence. Le sénateur Grassley déclassifie l'annexe gratuitement. L'inspecteur général rédige un rapport que nous pouvons télécharger, traduire et lire immédiatement dans toutes les langues. C'est justement cette Amérique pour laquelle nous sommes venus ici. Où la vérité existe, même lentement, à travers un scandale, mais elle finit par émerger. Où des tribunaux indépendants rejettent une affaire malgré la pression de la Maison-Blanche. Où un grand jury composé de 23 citoyens ordinaires peut dire non au président du pays. Et c'est tout. Washington, Jefferson, Madison, Thomas Paine n'ont pas créé un système pour des anges. Ils l'ont construit pour des gens ordinaires et imparfaits. C'est pourquoi il y a la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi il y a la déclaration des droits. Voilà pourquoi le premier amendement me permet aujourd'hui de citer librement des noms, Comey, Brennan, Obama. Et de ne pas avoir peur qu'on frappe à la porte à l'aube. Oui, le système ne les a pas punis. Mais elle les a démasqués. La révélation est ça la première étape.
La vérité est le fondement. Novembre est devant nous. Les élections de mi-mandat. Nous avons une voix. Nous avons un congrès que nous pouvons réélire. Nous avons des millions d'Américains russophones qui se souviennent de ce qui arrive dans un système où de tels documents n'existent jamais. La liberté n'est pas garantie. Personne ne vous garantit la liberté. La liberté, c'est du travail. Tant que nous pouvons parler ouvertement de tout cela, l'Amérique est vivante. Cela veut dire qu'il n'est pas encore trop tard. Prenez soin de vous. C'est très très important, difficile mais important, pensez par vous-même. Encore une fois, c'est difficile mais c'est important. À la prochaine.